Donc bonjour à tous, bienvenue à cette journée incubateur organisée par la Fédération Avec Santé. Donc toute la journée vous avez des ateliers et donc on débute ce matin avec donner du sens à son projet de santé. Avant de commencer cet atelier, donc l'atelier va durer 1 heure, normalement on devrait avoir fini donc à 10h30 pour que vous puissiez après enchaîner sur les autres ateliers. Je vous rappelle, l'atelier est enregistré, mais normalement, vous, en tant que participant, on va vous entendre, mais on ne devrait pas vous voir. Voilà, on ne voit que l'animateur. Donc, ne soyez pas inquiets. Si cela vous pose problème, n'hésitez pas à nous le dire par rapport à des questions de droit à l'image. Alors, ce que je vous propose au début, c'est de faire un petit tour de table pour qu'on puisse se présenter tous, puisqu'on est en petit comité. Et comme c'est un atelier un peu productif et participatif, il y a bien sûr un support. Je vais vous montrer des slides, mais avec du contenu. Mais l'idée, c'est vraiment d'échanger également et de faire de la production entre nous. Donc, moi, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Nathalie Devautour. Je suis coordinatrice régionale de l'accompagnement à la Fédération Avec Santé. Et je vais co-animer cet atelier avec Nathalie Liopis, qui est un petit peu occupée encore, qui est également chargée de mission sur l'accompagnement. Je vous propose de rapidement faire un tour de table en vous présentant. Alors, vous pouvez donner votre prénom, votre nom si vous le souhaitez, votre fonction et le lieu où vous exercez. Donc, on va commencer par le fond. Il faut parler dans le micro, par contre. Bonjour, je suis Jeanne Sénac, je suis infirmière à Zalé et je travaille à Mimizan dans la MSP, c'est pour ça que je suis là. Et aussi à Biscarros où il n'y a pas de maison de santé, mais où il y a toujours besoin de coordination et de collaboration. Voilà. Merci. Parlez bien dans le micro. Bonjour, François Terraza, je suis pharmacien à Landiras dans le sud Gironde et je suis vraiment au tout début d'un projet de maison de santé, à moyen long terme, mais je viens prendre un peu toutes les infos que je pourrais avoir pendant cette journée. Voilà. Bonjour, Charlotte Dupré, je suis future coordinatrice d'une MSP à Sauveterre de Guyane. Bonjour, Claude, infirmière et coordinatrice de la maison de santé à Blasimont. Bonjour, Marie, coordinatrice et infirmière à Zalé dans une maison de santé à l'île d'Espagnac en Charente. Bonjour, je m'appelle Lucie, moi je suis podologue et je viens d'intégrer la coordination d'une maison de santé. Donc c'est pour apprendre vraiment les bases de la coordo. Voilà. Bonjour, Carole Buton, je suis coordinatrice de la maison de santé de Créon. Toute jeune, alors évidemment par la fonction, pas forcément par l'âge, mais puisque j'ai intégré le poste en juin. Donc c'est pour moi une journée importante. Bonjour, Florence Fissarou, ergothérapeute et coordinatrice depuis 2018 d'une maison de santé à côté de Limoges, à Saint-Just-le-Martel, et depuis décembre à une grosse maison de santé à Aix-sur-Vienne, aussi à côté de Limoges. Bonjour, alors moi c'est Hugues Moreau, médecin généraliste et je suis à la maison de santé de Marensin. Voilà, depuis 2020 qu'on est installé et bien avant, parce que j'étais le porteur du projet de la maison de santé de Marensin. Voilà. Bonjour, Véronique Boussu, je suis médecin généraliste à la maison de santé de Ruelle-sur-Touvre, dont Nathalie est la coordinatrice. Voilà. Bonjour, Sylvia Piet, je suis secrétaire médicale, je suis aussi l'assistante de coordination de Nathalie et la toute jeune aussi par la fonction, coordinatrice de notre CPTS Terre de Touvre. Bonjour, moi je suis Isabelle Siapcolis, alors je ne travaille pas en MSP, je travaille à la MSA Gironde où je suis chargée d'études statistiques et chargée de développement territorial en santé. Et j'ai le plaisir de participer à cette journée aujourd'hui avec Santé. Je vais animer un atelier avec Mme Bolu et donc voilà. Voilà, bonjour, moi je suis Catherine Bolu, je suis le médecin-chef de la MSA de la Gironde et je suis également le médecin coordonnateur régional des caisses de MSA de Nouvelle-Aquitaine. Et effectivement, je suis avec Isabelle et on vous présentera le diagnostic territorial pour ceux qui participeront après à l'atelier suivant. Bonjour, Véronique, infirmière à Barbezieux et coordinatrice à la maison de santé de Barbezieux.
Et Mathilde Lambert, la collègue de Véronique. Nous sommes 2 coordinatrices sur Barbezieux, donc maison de santé ouverte en 2018. Bonjour, Anne Farik, médecin généraliste à la maison de santé de Barbezieux. Donc j'accompagne les coordinatrices. Co-leader, oui, de la maison de santé, c'est vrai. Bonjour, Marianne Barillot, coordinatrice dans les Deux-Sèvres sur la maison de santé multisite d'Hervaux Val-du-Thouet, Hervaux Saint-Loup, donc Val-du-Thouet. Je suis infirmière libérale et je suis aussi étudiante IPA en master 2e année. Oui, alors pour préciser, quand je me suis présentée, j'ai parlé de ma casquette avec Santé Nouvelle-Aquitaine, mais je suis également de formation initiale, je suis podologue, je n'exerce plus, mais je l'ai été, voilà. Et je suis coordinatrice effectivement depuis des années dans une maison de santé en Charente, la maison de santé de Ruelle, où j'ai une partie de mon équipe qui est là aujourd'hui. Et le support aujourd'hui, je suis également formatrice relais pour la formation Pacte MSP pour les coordinateurs en maison de santé. Et vous verrez, je me suis pas mal inspirée effectivement de la formation Pacte pour animer cet atelier. Alors, pour commencer, on voulait voir avec vous, à votre avis, votre représentation d'une équipe pour vous. Qu'est-ce qu'une équipe en MSP? Votre définition. On va noter des mots-clés sur le tableau. N'hésitez pas à lever la main, on vous passera le micro. Différents métiers. C'est tout. 2 médecins, un paramédical, c'est le minimum. Et après, on met tout ce qu'on veut. 2 médecins, un paramède et tout ce qu'on veut. Je répète. Je me permets de répéter. Quelqu'un d'autre? C'est un peu plus large, mais c'est aussi l'envie de travailler ensemble. Et c'est proposer des soins variés à proximité des patients. On va dire pour une offre. C'est ce que vous voulez dire peut-être? Une prise en charge variée. C'est des échanges. D'autres idées? De la coordination. Différents points de vue, différents métiers. Il y avait déjà des métiers différents. Mais ouais. Un projet. De l'écoute et de la bienveillance. De la communication. De la cohésion d'équipe. Ça en fait déjà pas mal. Un regroupement aussi. Regroupement ? Très bien. Donc beaucoup de notions. Alors effectivement, je vous rejoins. En maison de santé, le minima, c'est 2 médecins et un paraméde pour avoir une définition de maison d'équipe de soins. Travailler ensemble, on est bien d'accord.
donc différents métiers, hein, travailler ensemble pour proposer donc une offre pluripro. Donc différents points de vue. Du coup, c'était peut-être, moi je le voyais plutôt par rapport aux patients, une approche différente. Voilà, c'était, on n'a pas le même regard par rapport, mais on intervient tous autour du parcours patient, mais avec un regard différent selon ses compétences. Donc la cohésion d'équipe, un regroupement, je me disais oui effectivement ça peut être un regroupement, mais est-ce qu'un regroupement suffit pour être une équipe? On a parlé de cohésion d'équipe, d'écoute, de bienveillance, de communication. Peut-être qu'il faut se connaître, tout simplement. Se connaître et se reconnaître dans une équipe. Donc connaître bien le champ de compétences de chacun pour avoir finalement cette fameuse point de vue, ces différents points de vue, cette différente approche autour du patient, de prise en charge par rapport au rôle et aux compétences de chacun. Donc avec une écoute et une bienveillance, en fait, il faut que tout le monde trouve bien sa place dans cette équipe par rapport au rôle qu'il peut apporter à cette équipe et avoir donc du coup une bienveillance sur ses capacités et ses possibilités. Et donc ça entraînera une cohésion d'équipe. Est-ce que vous êtes à peu près d'accord avec ces notions ? Et donc après, bien sûr, des échanges, de la coordination, réunis dans un projet de santé. Et là, on a tous les éléments. Et donc, il faut aussi être en capacité de trouver sa place dans cette équipe. Et c'est aujourd'hui le sens de cet atelier, donner du sens, c'est aussi trouver sa place dans l'équipe et dans le projet de santé. Tu as des choses à rajouter, Nathalie ? Non, j'ai entendu dans le public le lien, trouver le sens. Voilà. Et donc en plus avoir surtout une vision partagée. Et c'est cette vision partagée qui va vous guider, qui va guider l'équipe en fait dans les actions. Alors je vous ai mis la définition du code de la santé publique quand même, parce qu'il y a une définition d'une équipe en MSP au niveau du code de la santé publique. Donc une équipe de soins primaires est un ensemble de professionnels de santé constitués autour de médecins généralistes de premier recours, choisissant d'assurer leur activité de soins de premier recours sur la base d'un projet de santé qu'ils élaborent. Elle peut prendre la forme d'un centre de santé ou d'une maison de santé. Voilà la définition dans le Code de la santé publique. Alors, on va refaire le même exercice sur le projet de santé. Pour vous, un projet de santé, quels sont les mots-clés d'un projet de santé ? Le diagnostic du territoire. Les besoins du territoire, ou des patients du territoire. La Bible de l'équipe, ou le guide. But et objectif. Le carnet de route de l'équipe. La façon dont on va fonctionner, enfin je ne sais pas comment le tourner. Par exemple, le nombre de réunions qu'on va décider. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Construire en équipe.
C'est exactement ça. En fait, le projet de santé, c'est quelque chose qui doit être construit en équipe, qui est en fait le guide. La Bible, c'est peut-être beaucoup, mais en tout cas, le guide, qui en fait, c'est un outil, en fait, le projet de santé. C'est un outil concret. En fait, l'idée, c'est que vous avez une équipe, donc un ensemble de professionnels qui vont se regrouper ensemble, parce qu'ils vont partager des objectifs et des buts, mais ils vont surtout partager une vision et ils vont partager des valeurs communes. Et donc, ils vont réunir tous leurs envies de travail ensemble dans ce projet de santé qui va être l'outil concret de l'équipe. Alors, je vous ai mis quelques petites notions. Effectivement, lorsque des professionnels se regroupent ensemble, ou si de nouveaux professionnels intègrent une équipe déjà constituée, c'est quand même un bouleversement dans leur pratique. Même si on reste des libéraux, même si on a nos champs de compétences propres, lorsqu'on se rassemble et qu'on se réunit, forcément, on va avoir un petit peu des changements et ça peut être un petit peu... en tout cas, vous l'avez exprimé même vous en tant que coordinateur aujourd'hui, un petit peu l'inconnu. Donc en fait, le projet de santé, c'est un outil concret, c'est le reflet des valeurs de l'équipe et il décrit vraiment ce que les professionnels veulent faire ensemble et comment ils s'organisent autour de l'exercice coordonné et bien sûr autour des thématiques de santé en lien avec le PRS et le diagnostic des besoins de l'équipe et du territoire. Et donc il est écrit surtout par l'équipe, pour l'équipe, avant tout. Et il est écrit pour également les nouveaux arrivants. Et après, il est aussi écrit pour les instances. La plupart du temps, on prend peut-être un petit peu l'écriture à l'envers. On va le faire pour les instances parce qu'on pense qu'on doit répondre à un cahier des charges et il y a une obligation. On oublie que non, ça doit être avant tout pour et par l'équipe. Après, la finalité, si elle arrive au niveau de l'ARS pour avoir l'accréditation de maison de santé, bah c'est très bien. Mais ça ne devrait pas être la motivation première. Faut que tu parles dans le micro à cause de l'enregistrement. Oui, à la création de maison de santé, je me rends compte avec le recul que ça a été le cas. Je me suis dit, en fait, ça a été écrit uniquement pour être validé maison de santé. Et maintenant qu'on a du recul et l'expérience, on est en train de le réécrire. Et en fait, on part sur carrément quelque chose de nouveau. Et c'est aussi bien parce que là, c'est l'équipe qui le fait ensemble. Voilà. Donc, voilà. Ah, mais c'est sûr. Hein. En plus, c'est pas forcément présenté pour que ce soit fait par l'équipe. Hein. Souvent. Et après, on ne parle pas du porteur de projet. Parce que j'ai entendu, là, il y avait un pharmacien là, qui était là. Oui. Donc, si vous êtes porteur de projet d'une future maison de santé, quoi, je dirais en gros, le porteur de projet, là, parce qu'on dit écrit par et pour l'équipe, moi je dirais plutôt écrit ou amené par le porteur de projet, quoi, parce que le plus souvent, enfin, moi de mon expérience, c'est essentiellement quoi, les quelques personnes qui sont motivées pour faire avancer quoi, la structure qui écrivent le projet, quoi. Ou des partenariats. Enfin, moi, je sais que c'était la communauté de communes qui nous avait aidés, qui nous avait missionné une personne qui était aidante aussi à l'écriture du projet, quoi, en rapport avec les besoins du territoire et ainsi de suite, quoi. Voilà. Merci. Oui, effectivement. Mais c'est bien... finalement, on se rend compte que finalement, c'était une démarche un petit peu liée à un cahier des charges, avec un but qui était peut-être pour avoir un projet immobilier ou pour se constituer en équipe. Il y avait pas un autre il y avait un objectif qui demandait avoir un document porté par par quelques professionnels, mais aussi des partenaires. Mais voilà, mais c'était parce qu'il y avait un but peut-être, c'était pour valider la maison de santé, il y avait des besoins pour un projet immobilier peut-être après. Voilà. Donc souvent, on vous a présenté
Voilà, on vous a présenté le projet de santé avec cet objectif également d'être vite labellisé pour pouvoir après démarrer d'autres subventions pour le projet immobilier, puisque ça découle. Là, on repart vraiment du sens de l'équipe. Et effectivement, au démarrage, on est tous passés, comme l'a dit Marie, on est tous, beaucoup de maisons de santé avaient un projet de santé qui a été fait par quelques professionnels par la maison de santé pour répondre à une demande institutionnelle des tutelles, parce que c'était la voie. Mais on se rend compte qu'à l'usage, pour que ça fonctionne bien, c'est pas la bonne voie. La meilleure voie, c'est de débuter vraiment au sein de l'équipe. Et aujourd'hui, certaines équipes qui sont déjà constituées, qui fonctionnent, je pense à Sauveterre, justement, Sauveterre de Guyenne, c'est une équipe qui fonctionne déjà depuis très longtemps sans être maison de santé. Eux, ils entament leur procédure pour devenir maison de santé, donc d'écrire leur projet. Effectivement, ils n'ont pas du tout la même approche, puisqu'ils sont déjà dans des locaux, donc ils n'ont pas cette demande de labellisation pour un objectif immobilier. Ils ont donc ça, le regard, l'écriture du projet de santé est totalement différente. Donc c'est important. Alors donc projet de santé, on l'a pas dit, mais on peut le dire. Pourquoi on appelle ça un projet de santé aussi? Parce qu'on pourrait l'appeler autrement si c'était une finalité, si c'était juste une demande administrative. On répond à un cahier des charges, on donne le formulaire et puis on le met dans un tiroir, on est labellisé, on n'en parle plus. Si on appelle ça un projet de santé, c'est parce que c'est évolutif. Il faut vraiment le réadapter, c'est vraiment un outil, comme on l'a dit. Donc, effectivement, peut-être le premier répondait à ce cahier des charges institutionnelles, et après, la réécriture peut être reconstruite différemment. Donc, en fait, pour le projet de santé, en fait, il faut prendre en compte 3 dimensions. La dimension du sens, des modalités et du contenu. Donc le sens qui répond aux 2 questions du pourquoi, qui va être la raison du regroupement, le pourquoi en 2 mots qui va donner la direction, ensuite une partie avec les modalités, comme on l'a dit, le savoir-faire, comment on fait, la façon de faire, et enfin le contenu, le quoi avec la feuille de route, ce que vous avez décrit dans les mots-clés que vous avez donnés tout à l'heure. On va faire un petit focus sur ces 3 notions, sur ces 3 dimensions. Donc le sens qui répond donc à la question du pourquoi, qui est donc la signification du projet, sa raison d'être. Pourquoi les professionnels se réunissent ensemble? Peut-être parce que effectivement ils travaillaient déjà de façon informelle, ils se connaissent bien et ils se disent que finalement ça fonctionne bien, ils ont des échanges, autant les faire valoriser ce travail d'équipe qui est déjà en place. Donc c'est un moment important parce qu'il faut vraiment prendre le temps de réfléchir pourquoi on veut travailler ensemble. Et si on passe très vite sur cette notion-là, certains professionnels vont être un peu dans la frustration ou vont pas se reconnaître dans cette équipe, et peut-être qu'après ça va entraîner leur non-motivation à participer aux actions et leur non-adhésion à ce projet de santé et à cette maison de santé. Donc c'est une phase importante pour vraiment, faut prendre le temps et c'est ce qui manque souvent quand on écrit les projets de santé, c'est ce temps-là de réflexion et d'engagement. Le pourquoi en 2 mots, donc c'est la direction. Qu'est-ce qu'on veut faire? Donc effectivement, comme je disais, on va travailler on travaille toujours, le cœur de métier est toujours le même, mais on va quand même avoir des échanges différents. Il va y avoir une communication différente, une coordination mise en place. Donc forcément, ça va changer vers une nouvelle manière de travailler. Cette nouvelle manière de travailler peut apporter aussi une sensation un peu d'incertitude, une crainte de l'inconnu, qui peut entraîner des résistances aux professionnels. Ce qui peut expliquer pourquoi, quand on va trop vite, quand on ne prend pas le temps sur cette étape-là du sens, après, on a la non-adhésion de certains professionnels qui étaient pourtant signataires du projet de santé. Parce qu'on ne leur a pas expliqué. Les modalités, donc c'est le comment on va faire. Et donc, en fait, ces modalités doivent être cohérentes, bien sûr, avec les valeurs de l'équipe. Si l'équipe décide de travailler en lien rapproché avec les patients, effectivement, dans le projet de santé, il faudra bien marquer
des actions faites avec un collectif patient, par exemple. Vous voyez, quand on parle de pluriprofessionnalité, il faut également que toutes les actions soient pluripro. Il faut qu'il y ait une représentation de chaque profession dans certains projets, qui les concernent. Donc il faut vraiment que cette partie de modalité soit vraiment très très en lien avec les valeurs de l'équipe. Et enfin le contenu, le quoi. C'est là où, en fait, c'est la partie la plus facile, puisqu'en fait c'est la plus familière, c'est notre quotidien, c'est ce que l'on fait tous les jours en fait. Donc là, les professionnels vont passer du temps, ils vont se concentrer sur cette dimension parce que c'est ce qu'ils savent faire en fait. Donc ils vont vraiment parler. Donc le quoi, c'est on organise à travers une feuille de route les objectifs, les livrables, le calendrier, les ressources. Donc effectivement, on va définir des missions de santé publique avec des thématiques de santé. On va mettre en place des protocoles, des RCP. On va mettre en place des questionnaires avec les patients. On va mettre des dates et des évaluations. On va répertorier toutes les ressources, les professionnels référents, les coordinateurs, les formations. Voilà. Là, et on va passer vraiment beaucoup de temps. Quand on écrit un projet de santé, les professionnels vont passer du temps. Hein. Ça prend du temps, mais ils vont souvent se consacrer sur cette partie-là. Et ils auront un petit peu squeezé les deux parties avant. Donc en général, voilà ce que l'on observe le plus souvent. En fait, on se réunit, on fait une réunion, bon, ok, on se réunit, on décide de travailler tous ensemble. Hop, on passe tout de suite, on va changer nos habitudes, on va mettre un système d'informatique pour échanger, et hop, on passe sur le contenu. Alors que vraiment, ce qui est très important, c'est vraiment pas se prendre du temps donc, sur cette notion de sens, de modalité, de contenu. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez ceux les plus anciens en maison de santé? Est-ce que ça correspond un peu à ce que vous ressentez aujourd'hui si vous deviez réécrire votre projet de santé? Donner peut-être une précision, nous, sur notre expérience. Donc nous, effectivement, le premier projet de santé, il a été construit par très peu de professionnels, dans la rapidité. C'est compliqué aussi de créer un projet de santé quand l'équipe, elle ne se connaît pas. On ne travaillait pas ensemble avant, il n'y avait pas de bâtiment commun. Et finalement, 5 ans plus tard, on a décidé de réécrire ensemble. Alors je sais pas si, je pense qu'on a passé beaucoup de temps sur le contenu malgré tout, mais c'était beaucoup plus facile quand on se connaît de monter un projet de santé et quand on a déjà vécu des choses et quand on a appréhendé aussi le vocabulaire qui n'est pas simple. On peut passer du temps sur le contenu quand c'est un outil qui permet d'apporter du sens. Voilà, tu vois. Ça peut être un motif de réunion pour travailler le contenu, mais en même temps, ça veut dire aussi que ça donne du sens puisque les professionnels viennent aux réunions. Voilà, donc c'est pas grave de travailler sur le contenu si il y a cette notion de sens qui apparaît sur l'écriture. D'ailleurs, quand on se connaît mieux, du coup, forcément, c'est plus facile. Puisque le sens, il est déjà... oui, voilà, ça tombe sous le sens. Merci, Florence. Mais voilà, c'est cette notion de temps et alors peut-être pas de temps, mais d'objectif lors des réunions quand on travaille le projet de santé. Prendre le temps d'une réunion vraiment où on reprend, on a l'impression qu'on perd du temps, mais on ne perd pas du temps si on parle des sens et des valeurs. Alors malgré tout, le projet de santé, il y a un volet administratif. Donc effectivement, pour être labellisé maison de santé, il faut faire labelliser son projet de santé. Donc il existe une trame que l'on peut trouver en ligne. Je l'ai mis en ligne là je ne vais peut-être pas vous l'ouvrir, où il y a 3 parties demandées, le diagnostic du territoire, le projet professionnel et le projet de soins. Donc là, c'est des trames types. Je vais quand même vous l'ouvrir. Peut-être que... Je crois que je l'avais même mis... Excusez-moi, je cherche.
De toute façon, on vous partagera aussi le document, le support visuel. Oui. Alors c'est la nouvelle trame qui est sortie il y a quelques mois, en juin, je crois qu'elle a partagé. Il y a eu quelques modifications. Donc voilà la nouvelle trame du projet de santé ARS, et qui est quand même une base de rédaction. Et donc là, vous avez déjà une petite table des matières. Et puis après, oui, c'est sous forme de tableau, mais il y a un petit peu de rédaction quand même. Il ne faut pas se limiter à cette trame. Mais c'est pour vous donner un petit peu un support. Voilà. Faut pas quand même hésiter à un petit peu bouleverser quelques chapitres ou quelques paragraphes. On ne vous en voudra pas si ça correspond plus à votre projet que ce qui est indiqué. C'est vraiment juste à titre indicatif pour vous aider. C'est une aide à la rédaction en fait. Donc lorsque vous avez écrit votre projet de santé, vous passez donc en comité de sélection. Excusez-moi, je reviens. Et vous obtenez un numéro finesse. Ce numéro finesse est très important parce que c'est ce qui va donner l'identité de votre structure. Merci, Note. Et ce numéro finesse va pouvoir vous permettre aussi après de répondre aux différents types de financement, d'appels à projets, différents. Donc ça sera l'identité de votre structure. On demande souvent l'actualisation du projet de santé. Il n'y a aucune obligation d'actualisation d'un projet de santé. L'ARS ne vous demandera jamais de repasser au comité de sélection pour une réactualisation de votre projet de santé. Cependant, il y a des recommandations. On a bien dit que c'était donc un projet qui est basé sur votre diagnostic de vos besoins et le diagnostic de votre territoire. Votre équipe va bouger, va évoluer. Vous aurez des professionnels qui vont partir, d'autres qui vont arriver. Certains d'entre eux vont aussi évoluer dans leur profession. Ils vont se former, avoir des formations complémentaires, compléter l'offre de soins. Donc il faut actualiser régulièrement ce projet de santé parce que c'est votre guide, c'est votre feuille de route. Donc s'il n'est pas actualisé régulièrement, il n'a plus de sens pour l'équipe. Donc on recommande vraiment de revoir entièrement le diagnostic du territoire à minima tous les 5 ans. C'est vraiment un minima. Et ensuite, certains items peuvent être revus au fil de l'eau selon l'avis de l'équipe. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette chronologie d'évaluation? Au niveau du diagnostic, oui, c'est important parce qu'il y a par moment des afflux en fait au niveau de la population, donc il est important d'actualiser les besoins du projet. Si par exemple il y a plus d'enfants sur la maison de santé, en fait ça peut créer des charges différentes et des projets différents. On a souvent tendance à s'axer sur la personne âgée au niveau des projets de santé et on en oublie en fait tout ce qui est la parentalité et la prise en charge des enfants. Non, ça illustre bien qu'un projet ça vit, qu'on avait pensé à des choses au départ. Alors des fois aussi on écrit des actions dans un projet de santé et puis on ne va pas les mettre en place. Ça aussi. Souvent on pensait qu'on pourrait le faire et puis quand l'équipe se met en place, ça fonctionne, finalement elle part sur d'autres actions ou elles ont fait des actions, finalement ça n'a pas eu de succès parce que finalement on pensait et puis ça ne correspond pas à un besoin, à une demande. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut le revoir. Parce que ce n'est pas la peine de garder des actions qui ne sont pas concrètes et qui ne sont pas réalisées sur le terrain. Est-ce que vous avez cette notion de projet de santé lié aussi à une identification finesse? Ça vous parlait à tout le monde? Donc après, il faudra une fois qu'on a écrit notre projet de santé, il faut l'animer.
Donc c'est là que vient la coordination. Donc la coordination elle peut être multiple. Elle est souvent représentée par une fonction de coordination par un coordinateur ou coordinatrice qui va avoir pour mission principale l'animation de ce projet de santé. Donc il va établir une feuille de route et avec une priorisation des actions. Un projet de santé, c'est un document lourd, enfin épais, qui comprend plusieurs parties, plusieurs pages, qui est pas facile forcément à lire parce qu'il est très complet. Il y a vraiment plusieurs notions et plusieurs parties. Moi, je vous invite vraiment à faire une synthèse qui va être facilement consultable et partageable pour pouvoir le partager à tout le monde, se rappeler, parce que comme on l'a dit, souvent les projets de santé finissent au fond d'un tiroir, un peu sous la poussière, et donc plus personne ne sait qui l'a écrit et depuis quand il date. Donc en fait, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'il y ait un projet de santé qui vive, et donc il faut que ça soit vraiment un petit rappel. Donc ça peut être sous forme de poster dans la salle de réunion, ça peut être des mots-clés, mais il faut vraiment qu'il soit apparent et qu'il soit le guide de l'équipe. Et c'est le moment également de créer votre identité visuelle. Donc ça peut passer par un logo, un nom de structure, mais pour que vous fassiez lien et cohésion entre vous et que vous vous reconnaissiez dans cette équipe. Tout le monde a une identité. Alors, je voulais justement parler de l'identité visuelle. En fait, c'est pas quelque chose qui coule de source au début, parce que souvent, en fait, les actions qu'on peut mener, on les mène des fois avec les CPTS et on utilise en fait les logos de CPTS. Et en fait, on a tendance à se dire on marque MSP machin, et c'est suffisant. Nous, la MSP, ça fait un moment qu'elle existe, et je travaille sur l'identité visuelle qu'aujourd'hui en fait, où on va sortir en fait un logo, où on travaille parce qu'on a une grosse action, où on a besoin d'être visuel. Mais visuel, en fait, se montrer par une identité, c'est aussi montrer aux gens qu'il y a des choses qui sont faites ici et qui peuvent voir dans la maison de santé des actions et des références, en fait. Voilà. Oui, voilà. Rien que le nom, déjà, c'est pas toujours évident d'employer le nom de la maison de santé. Est-ce que la maison de santé, c'est le bâtiment? Est-ce que c'est l'équipe? Est-ce que c'est la CISA? Parfois, c'est pas clair, surtout quand on est multisite, c'est encore plus compliqué. Et auprès du public, finalement, on n'arrive pas bien à se faire identifier comme étant une équipe et non pas un bâtiment. Et déjà, rien que de se mettre d'accord sur les termes qu'on va employer pour parler de l'ensemble de l'équipe, c'est pas forcément évident. Et ça doit être, à mon avis, bien acté dès le départ. Oui, alors c'est vrai qu'on n'est pas très aidé parce que maison de santé, ça fait référence à un bâti et à un lieu unique. Et en fait, non, c'est un projet. Voilà. Donc effectivement, l'identité, c'est hyper important. En plus, voilà, il y a beaucoup de notions. Il y a donc tu l'as dit, CISA, il y a CPTS, maintenant il y a les communautés de communes, enfin plusieurs partenaires qui interviennent aussi dans ces projets. Donc c'est compliqué de communiquer. Et pour communiquer et pour être représenté, effectivement, l'identité visuelle est hyper importante. Nous, dans notre maison de santé, nous avons un collectif patient. Le collectif patient a également son logo. Puisque comme ça, quand on fait des actions, on met les deux logos à côté, l'un à côté de l'autre. Pour eux, c'est hyper important. Ils sont dans la maison de santé, mais ils sont reconnus comme une entité, comme un partenaire en fait. Donc, et puis c'est aussi le moment, quand on crée une identité visuelle, de rassembler les professionnels et de reprendre la notion du sens et des valeurs. C'est aussi tout est opportunité pour remettre cette notion d'équipe et de valeur, puisque effectivement, construire un logo, c'est pas évident, et un nom. Et parfois, dans beaucoup d'équipes, plusieurs professionnels d'une même équipe vont s'appeler différemment. Voilà. Nous, on le voit d'ailleurs au niveau des adresses mail. Pensez aussi à avoir peut-être une adresse générique qui correspond vraiment à la maison de santé,
parce que nous, on le voit bien à la fédération, beaucoup d'intervenants d'une même structure vont envoyer leur adresse mail et on a de tout. On a cabinet médical, le pôle de santé, maison de santé, enfin CISA, et c'est pourtant la même structure. Donc nous, on est familier, on voit, on comprend, mais imaginez d'autres partenaires ou extérieurs, ils ne vont pas savoir. Donc il faut vraiment penser à cette identité et à ce nom. Et puis on vous conseille d'évaluer donc ce projet de santé et sachez qu'il existe des outils d'évaluation. On ne va pas rentrer dans des noms barbares. La plus utilisée, c'est la matrice de maturité pour les coordinateurs, mais il y a d'autres outils d'évaluation du projet de santé. Je ne sais plus du tout à quelle heure on a encore un petit peu de temps. Encore 15 minutes. 15 minutes, voilà. Alors, avant d'aborder un petit temps d'échange, je vous ai fait 2 petites frises chronologiques pour vous montrer un petit peu ce que nous, on préconise sur les étapes clés d'un projet de santé. Une nouvelle équipe déjà dans une maison de santé, avec des nouveaux professionnels qui arrivent. C'est un cycle, en fait, une équipe. Vous savez, la vie d'une équipe est cyclique, donc on peut repartir sur une nouvelle équipe. La première réunion, souvent de fois, il y a une étude de faisabilité. Et là, effectivement, comme vous avez dû avoir les tutelles, l'ARS, l'assurance maladie, la MSA, selon les territoires, parce que c'est la mutualité française également. Nous aussi, avec Santé, on intervient par des facilitations et on va on essaie de faire des réunions communes tous ensemble pour faire donc cette étude de faisabilité. Lorsque l'équipe est créée, on va donc identifier les objectifs du regroupement. C'est là qu'on va créer des statuts associatifs. Et nous, la fédération, on peut vous proposer un accompagnement sous forme de compagnonnage. Parce que vous l'aurez compris, avec toutes ces valeurs, ces étapes, sens, modalités, contenu, écriture et tout, des professionnels, vous êtes déjà dans votre métier tous les jours. C'est compliqué de vous dégager du temps. Et puis, on ne peut pas être expert de tout. Et on a souvent besoin donc d'avoir des appuis et des accompagnements. Alors, nous, avec Santé, on accompagne. Mais il y a d'autres structures qui accompagnent également. Nous ne sommes pas les seuls. Mais bon, on fait un petit peu de pub pour nous aujourd'hui. On peut vous accompagner. Voilà. Donc, il y a le temps 3, ça va être donc l'écriture du projet de santé avec le diagnostic des besoins du projet professionnel. C'est vraiment la première base, c'est vraiment d'établir ce diagnostic qui va permettre après d'orienter les projets. Une fois que l'on a fait ce diagnostic des besoins, on peut revenir sur cette phase de rédaction avec des échanges. Et là, on va commencer à avoir des échanges plutôt avec votre délégation départementale ARS, puisque pour labelliser le projet de santé, il faudra passer en commission. Et là, à cette étape-là, vous pouvez demander une aide de démarrage FIR, un fonds d'amorçage qui va vous permettre d'avoir des financements pour rémunérer tous ces temps de travail et ce temps de coordination. Lorsque le projet de santé est finalisé, il faut qu'il soit lu par l'ensemble des professionnels de l'équipe et signé par l'ensemble des professionnels de la MSP. Une fois qu'il est validé, vous pourrez comme ça demander à ce qu'il soit labellisé lors des comités départementaux de sélection des différentes délégations ARS. Elles se réunissent généralement au fil de l'eau. Il n'y a plus de dates avant, il y avait des dates, un calendrier de commission. Aujourd'hui, c'est en fonction de l'arrivée des projets qu'il déclenche ces comités. Et lorsqu'il est validé, vous obtenez un numéro finesse. Je vous ai mis un petit T7 bis, puisque lorsque le projet de santé est labellisé, vous pouvez ensuite demander à participer au comité régional de sélection pour avoir des financements sur le projet immobilier. Jusqu'à présent, je n'ai jamais parlé de projet immobilier. C'est juste là, c'est en annexe du projet de santé. Si vous voulez un projet immobilier, il faut que vous ayez un projet de santé labellisé. Une fois que votre projet de santé est labellisé, vous pouvez contractualiser avec la CEPAM et l'ARS à l'ACI, l'accord conventionnel interprofessionnel. Et là, vous aurez aussi la nouvelle étape. Vous passerez d'une étape de structuration associative à une structuration juridique CISA.
SISA, c'est Société interprofessionnelle de soins ambulatoires. Et après, vous pourrez commencer ou vous continuer l'animation du projet de santé avec la fonction de coordination. Généralement, la fonction de coordination arrive à ce moment-là parce qu'en fait, il y a des financements qui permettent de budgétiser un salariat de coordinatrice ou de coordinateur. Et après, ça va vivre et on arrivera à un moment sur une étape d'évaluation et de réécriture. Donc vous voyez que quand même, il y a quand même un petit peu de chemin. Ça ne se fait pas comme ça, un projet de santé. Il y a déjà un petit peu de temps. Et en plus, je vous ai mis, pour déployer un petit peu, le temps de rédaction. Donc en fait, on n'écrit pas un projet de santé en quelques semaines. Il faut des réunions. Donc voilà, on nous a mis une petite frise aussi en pensant que voilà, il faut quand même des temps importants. Donc réunion d'information au départ pour présenter ce qu'est un projet de santé, le recueil des envies communes, les valeurs, les objectifs. Et puis aussi, c'est là où on va pouvoir aussi exprimer des résistances et essayer de gommer ces résistances en rassurant et en faisant de la cohésion d'équipe. Ensuite, il va y avoir donc la présentation du diagnostic du territoire. Il faut également que tous les professionnels de la maison de santé soient au courant de ce diagnostic. C'est vraiment hyper important. Ça va permettre d'affiner les actions. Et avec la présentation de ce diagnostic, on va pouvoir établir donc des actions et des groupes de travail, définir des groupes de travail. Ensuite, les groupes de travail vont se réunir pour écrire des petites parties du projet de santé. Il y a toujours des temps d'échange et de rédaction avec la CEPAM et la DDARS, mais également avec la mutualité. La MSA, je ne vous l'ai pas mis, mais bien sûr. Et puis, la poursuite un petit peu des travaux, jusqu'à ce qu'on va présenter à l'ensemble des professionnels, parce que tous les professionnels ne seront pas investis dans l'écriture, mais ils doivent être investis dans la lecture et la validation du projet de santé. Et une fois que tout le monde est d'accord, on valide et on signe, et là, on part au comité départemental. Donc, parfois, cette frise chronologique ne correspond pas aux attentes et aux demandes des institutions. Souvent, les sont pressés d'avoir le montage de maisons de santé. Mais je pense qu'il faut parfois faire aussi un peu de résistance et dire, attendez, il faut du temps parce que c'est des temps de fondation. Et ces temps de fondation, on ne peut pas aller trop vite. Parce que si on va trop vite, après on se retrouve avec des maisons de santé qui ne fonctionnent pas, où il y a des problèmes de communication, de cohésion et de projets qui ne se font pas. Donc est-ce qu'il ne vaut pas mieux perdre un petit peu de temps, un peu plus de temps au moment de la construction du projet de santé et prendre du sens, des valeurs pour mieux fonctionner après. Donc il faut parfois savoir faire de la résistance auprès des pressions institutionnelles. Donc voilà ce que on voulait vous présenter avec Nathalie. On a 10 minutes d'échange, à peu près. C'est ça. Donc on vous écoute. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ces frises chronologiques, ça correspond à ce que vous avez vécu si vous avez participé? Parce que peut-être certains d'entre vous n'ont jamais participé à l'écriture d'un projet de santé. Je peux? Oui. J'ai une question, Nathalie. Tu as présenté la frise chronologique de la rédaction du projet de santé. Oui. Et en fait, la toute première, c'est d'organiser une réunion en grand groupe, là, voilà, le T1 juste avant. Et souvent, on nous demande si on a des astuces sur quoi s'appuyer pour fédérer en fait, sur notre territoire. Parce que parfois, en fonction des territoires sur lesquels on exerce, on n'a pas connaissance de tous les professionnels et pour autant, certains dont on n'a pas connaissance seraient intéressés pour participer au projet de MSP, ou en tout cas aux réunions de création. Donc est-ce qu'il y a des pistes? Est-ce qu'il y a des gens à solliciter, des organisations à solliciter pour essayer de fédérer? Je pense qu'il faut vraiment faire appel aux acteurs du terrain. Hein. Donc effectivement, il faut se rapprocher des CLS, hein, des comités locaux de santé, qui eux ont quand même aussi un annuaire et une vision des professionnels de santé. Il y a le bouche à oreille. Ne faut pas hésiter, vous professionnels, à appeler les copains, le cabinet avec qui vous travaillez en disant tiens, au fait, il y a une réunion, il y a un projet. C'est aussi beaucoup du bouche à oreille. Hein.
Voilà, d'ailleurs, essentiellement c'est ça. Et puis c'est pas grave si au départ, aux premières réunions, tout le monde n'est pas là. Des fois, ça fait un peu boule de neige, mais bon, des astuces, pas vraiment. Pas hésiter à se rapprocher aussi près d'autres maisons de santé qui fonctionnent et qui peuvent venir témoigner. On parlait des facilitateurs avec santé pour venir aussi témoigner. Et pas aller trop vite, pas être trop entre soi, ça c'est sûr aussi. Laisser la porte ouverte. Des fois, quand on se connaît bien, qu'on travaille ensemble, on n'a pas forcément des fois envie d'inclure d'autres professionnels. Donc, il faut être assez aussi avoir cette ouverture d'esprit et de. Mais c'est vrai que j'ai pas de recette. Je sais pas trop comment répondre à cette question. C'est souvent des acteurs de terrain, c'est les professionnels, ils connaissent leur terrain, ils connaissent mieux que nous, mieux que les institutions d'ailleurs, le terrain. Nous, dans notre secteur, par exemple, les politiques, comme il y a la désertification médicale en général, les politiques sont rentrés là-dedans et ils emploient. Moi, je vois dans mon secteur, la communauté de communes a employé une personne référente. Alors, je pense qu'elle a la fonction plus ou moins de coordinatrice dans les maisons de santé, mais c'est une coordinatrice santé au niveau de la communauté de communes et elle est en charge de l'attractivité du territoire pour les médecins, les politiques. Enfin, plus ça va, plus prennent en compte et c'est des personnes aidantes. C'est-à-dire que nous, ils sont disponibles, ils nous accompagnent pour faire de la communication, ils nous accompagnent pour faire des réunions. Enfin, il y a plein de, voilà quoi. Donc c'était pour dire que au niveau politique, suivant les secteurs, s'il n'y a pas, on peut être demandeur et éventuellement, à force de demander, peut-être qu'ils embaucheront quelqu'un, quoi. Et s'il y a, les personnes qu'il y a, en général, sont aidantes, quoi. Voilà. C'était un peu ce que j'avais en tête, en fait, sur les territoires. Historiquement, les communautés de communes, les communes, toutes ces collectivités locales, parfois même les départements. Par le passé, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on connaissait les municipalités comme des bâtisseurs, en fait, par rapport au MSP, par rapport aux maisons de santé. Ils se positionnaient comme les constructeurs du bâtiment qui hébergeait l'équipe. Et puis là, c'est en train de changer petit à petit. Ils se rendent compte qu'ils peuvent jouer d'autres rôles, notamment le rôle de fédérateur sur les territoires, parce qu'ils connaissent les professionnels de santé qui exercent sur leur territoire. Ils ont parfois des services dédiés santé, avec des gens qui sont compétents, effectivement, pour aider à développer les projets de santé, que ce soit les MSP, mais aussi parfois les CPTS. Et puis nous, avec Santé, on a le projet aussi de délocaliser des journées comme on fait aujourd'hui. On voudrait essayer d'aller au plus près des territoires, organiser des ateliers un petit peu plus auprès des équipes, parce que c'est aussi certains professionnels isolés c'est aussi par méconnaissance de l'exercice coordonné. Et donc par méconnaissance, ça peut entraîner, comme on l'a dit au début, des résistances. Donc aussi, c'est de venir au plus près des territoires pour présenter ce qu'est de travailler en maison de santé et de rapprocher les professionnels entre eux. Pour la notion de réunion aussi, il y a quelque chose qui marche beaucoup mieux que les mails et le WhatsApp, c'est d'appeler les gens. Il ne faut surtout pas hésiter à prendre son téléphone parce que malheureusement, en fait, on est toujours inondé de mails et de messages. On a tous tendance à les regarder vite fait et puis on va se dire on le verra plus tard. Et je sais que mon expérience en coordination fait que mes réunions qui se réussissent, en fait, où j'ai un nombre suffisant, c'est parce que j'ai pris mon téléphone et que j'ai rappelé les référents. Donc il faut vraiment aller auprès des gens, aller vers les gens, en fait. Et le téléphone en fait partie. Et puis, il ne faut pas hésiter aussi à donner alors même s'ils ne sont pas toujours...
sont assez contradictoires, mais des référents, en fait, missionner certaines personnes en leur donnant des petites responsabilités, et là, ça va les motiver aussi à prendre en charge un groupe de travail, à donc téléphoner, à organiser entre eux des petites choses. Il faut motiver, en fait, il faut aussi identifier autour de vous des personnes ressources et prendre appui sur eux. D'autres remarques? Est-ce que vous pensez aborder un projet de santé maintenant un peu plus différemment avec cette notion de sens et de valeur et d'objectif? Est-ce que c'est plus parlant pour vous après cet atelier ou pas? Vous avez le droit de dire non aussi. Mais est-ce que c'était ce que vous attendiez? Enfin, de donner du sens, c'est difficile. Comment donner du sens à son projet de santé? Mais voilà, c'était savoir si pour vous c'était un peu plus parlant. C'est un document qui est vraiment interne à la maison de santé. C'est pas qu'une rédaction de quelques pages. Je voudrais aller un peu plus loin aussi. Nous, donc, on a réécrit notre projet de santé en équipe. Ça a pris 1 an. Il y a eu tout un tas de réunions sous différents formats, grands groupes, petits groupes. Et en fait, à l'issue de la réécriture, on a transmis une enquête à l'équipe. On fait souvent des équipes pour les patients, des enquêtes pour les patients, les usagers. Et là, on a transmis une enquête de satisfaction à l'équipe pour savoir ce qu'ils avaient pensé un petit peu du format utilisé, de la durée, des outils qu'on avait utilisés, parce qu'on réfléchissait un peu déjà dans quelques années quand la question se reposera de le réécrire. C'était assez intéressant. On n'est pas très nombreux, il n'y a pas eu énormément de réponses, donc c'est parfois difficile de faire une généralité, mais par exemple sur la durée de la rédaction, pour certains c'était un petit peu long et du coup on s'y perdait un peu, donc ça veut peut-être dire qu'il faudra qu'on accélère un petit peu les réunions quand ça réarrivera. C'était assez intéressant. Mais il y a quand même eu une mobilisation. Moi, j'ai bien aimé au fil de l'eau. Là. En fait, je pense que une maison de santé, ça vit au fil de l'eau, quoi, tout à fait. Quoi, parce que nous, le projet, on l'a écrit, ça fait, Mathusalem, quoi, et on l'a jamais réécrit. Mais on adapte nos actions au fil de l'eau. Quoi, et le deuxième problème, moi, j'en reviens toujours à la communication, c'est très compliqué quoi qu'on dise, de fédérer les patients, pour qu'ils s'approprient la maison de santé ou qu'ils rentrent dans la maison de santé, quoi, parce que même si on les invite, nous on a fait plein d'actions, assez importantes pour essayer de mobiliser tout ça, et c'est très compliqué, de faire bouger les gens et que les gens soient acteurs d'une demande sur la maison de santé, quoi. Nous, actuellement, on n'a pas réussi malgré tout ce qu'on a essayé de faire, quoi. Voilà. C'est très... s'il y a des recettes, moi je suis preneur, quoi, mais... Alors nous, on avait tenté quelque chose qui avait pas mal fonctionné, donc on va quand même en parler. Ou tu veux en parler peut-être, Sylvia? En 2018, on a fait une soirée publique. Et on a, avec l'aide de la municipalité, dans une grande salle, on a fait une soirée où on a présenté notre projet de santé. Donc on a ouvert à toute la population et on a fait une présentation de notre projet de santé, de tout. Ça, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est impliquer les patients à ce qu'ils demandent quelque chose. Voilà. Donc c'est très compliqué enfin moi je sais pas trop comment il faut faire. C'est-à-dire que si nous on n'est pas, nous on fait des réunions avec des comités patients, machin truc et tout ça, mais si nous on n'est pas, c'est compliqué que les patients s'autogèrent et qui nous disent, docteur ou n'importe qui, quoi, nous on aimerait que vous fassiez ça.
Voilà. Ça, je suis d'accord, c'est compliqué. Après, voilà, nous, suite à cette réunion, on avait quand même eu des groupes de travail patients qui s'étaient mis en place. On a créé notre collectif patient qui aujourd'hui nous accompagne dans une action de marche thérapeutique, qui sont toujours bien présents. Ils commencent à déployer des journées de prévention qu'ils organisent eux-mêmes. Et ils font appel, c'est eux qui prennent contact avec les partenaires, ils organisent des conférences. Ils commencent à être assez autonomes, mais ça a été un petit peu long, très long. Et ils font des petites actions. Après, on a eu le Covid qui est passé par là, qui a été très mobilisateur. Parce qu'au moment des Covid, on a créé un centre de vaccination. Si on n'avait pas eu nos usagers patients pour venir nous aider à encadrer, faire l'accueil des patients, de remplir les formulaires et tout, jamais on aurait pu faire le même taux de vaccination. C'était vraiment une aide précieuse. Et ça les a motivés. Et suite à ça, ils ont mis en place maintenant eux-mêmes une fois dans l'année. C'est pas, ils font une journée, une après-midi prévention avec des ateliers, et des conférences le soir. Enfin, et voilà, et parce qu'ils ont compris aussi. Ils ont compris et puis ils ont fait partie d'une action qui était. Ils se sont investis et ils ont vu le bien fondé et le résultat, la reconnaissance des autres patients qui étaient contents. Et les patients entre patients, c'est pair à pair, c'est aussi hyper important. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, ils ne viennent pas taper à notre porte pour nous dire il faudrait faire telle action ou telle action, ça c'est sûr. Pour ça, en astuce, nous, à la fin des actions de santé publique qu'on mène, je fais toujours un questionnaire dit de satisfaction et à la fin, je laisse toujours une question ouverte. Et c'est vrai que dans les retours, c'est eux qui sont force de proposition, en fait. Les usagers ou ceux qui viennent participer à ces actions. Alors sur la commune, on va beaucoup aller vers, on va faire les actions là où les personnes se trouvent. Et à la fin, en question ouverte, c'est eux qui disent on aimerait bien avoir ça comme action sur le territoire ou tel projet. Et c'est ce qui nous a permis de monter des protocoles, notamment sur le pied diabétique ou sur l'équilibre alimentaire. Enfin voilà, donc c'est en se servant des évaluations d'action. D'autres remarques, d'autres idées? J'ai une petite remarque, ça me fait penser ça me fait faire un parallèle avec le monde hospitalier où en fait depuis 2002, on a essayé d'intégrer dans la gouvernance, dans la gestion des hôpitaux les patients en tant que représentants des usagers. Donc ça date d'il y a plus de 20 ans déjà. Et ça a été hyper compliqué, ils ont cherché leur place, on a cherché leur place, on a cherché notre place face à eux, avec eux. Et ça commence à fonctionner un petit peu, on implique les usagers maintenant dans la rédaction des projets d'établissement, qui sont un peu le pendant des projets de santé des MSP. Mais en fait, en orientant vraiment leur implication, chapitre par chapitre, action par action. En fait, il faut, je pense, pré-mâcher un peu le travail, en tout cas les missions qu'on leur confie, en leur laissant des choix parfois sur des questions ouvertes, mais vraiment sur des thématiques bien ciblées, en les aidant parce qu'ils n'ont pas la même culture que nous, ils fréquentent le système de santé, mais en tant qu'usagers, nous on le fréquente en tant que producteur de soins, en tant qu'acteur de soins, ils sont acteurs aussi, mais sur d'une autre façon de le vivre. Donc il faut apprendre à se parler, en fait, apprendre à décoder le langage de l'autre, user de ce qu'on appelle la littératie en santé, c'est un truc qui est intéressant, qui est bien utile, de posture éducative aussi au sens de l'éducation thérapeutique du patient. Ça, c'est des choses intéressantes qui nous aident à nous parler et au final à trouver des axes communs d'action. C'est pas évident, c'est un long processus. Donc on pourrait dire qu'en fait, dans donner du sens à son projet de santé, quand on le réécrit, quand on l'écrit, on ne l'a pas évoqué, mais d'inclure, on a dit faire des réunions entre professionnels, mais directement mettre des patients dedans. Peut-être pas toutes les étapes de rédaction, mais au moins leur demander d'intervenir sur certains items du projet de santé. Pour qu'ils soient également acteurs de ce projet de santé. Du coup, enlever, on a dit les résistances, puisqu'on parlait de résistance des professionnels, mais aussi les résistances des patients. Je vous ai remis nos coordonnées. Si vous avez besoin de nous joindre, si vous souhaitez avoir d'autres renseignements sur l'accompagnement, sur le compagnonnage, sur les facilitations,
n'hésitez pas à nous contacter. On est les deux Nathalie de la Fédé sur l'accompagnement. Donc voilà. Je crois qu'on arrive au bout de l'atelier. Donc je vous remercie de votre participation. Merci.